Alors déjà, c'est quoi le machine learning? Qu'est-ce que vous avez comme idée sur le machine learning? Oui, oui, subset of AI, ça veut dire une branche de l'IA, un domaine de l'IA. Oui. Alors généralement, vous rencontrez toujours cette figure. Donc on a le machine learning, c'est quoi? C'est une partie de l'IA, c'est un domaine, un sous-domaine, un domaine, parce que l'IA, il y en a plusieurs domaines. Donc, le machine learning est un domaine de l'IA. Et bien sûr, le deep learning, l'apprentissage profond, est un domaine du deep learning, du machine learning. Et le machine learning, de sa part, c'est une partie de l'IA. Donc, dans ce module-là, donc, on verra ensemble c'est quoi, bien sûr, les notions de base sur le machine learning. Alors, puisqu'on a dit le machine learning, regardez, c'est une partie de l'IA. L'IA, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi cette intelligence artificielle? Alors, c'est quoi cette définition? Pourquoi on a dit que c'est une intelligence artificielle? Intelligence artificielle. Ça veut dire on s'est inspiré de quoi? De l'intelligence. L'être qui est intelligent, c'est l'être humain. Il a un cerveau, il a des techniques d'analyse, on résout des problèmes qui sont complexes. Donc, on s'est inspiré de cette compétence humaine pour la doter au quoi? Aux machines. Donc, euh, regardez bien ces photos. Donc, cette image plutôt dans le diapo, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que vous regardez? Donc, une machine qui joue les échecs contre un être humain. Et comme vous le savez, le jeu des échecs, c'est un jeu qui n'est pas simple. Il est compliqué, c'est un jeu stratégique, là où il faut, à chaque pas, il faut le calculer. C'est pas fait au hasard, parce que l'objectif final, c'est combattre l'ennemi, c'est faire des échecs et mat. Ça veut dire faire tomber, faire tuer, si vous voulez, le roi de l'adversaire. Donc, c'est un jeu qui est assez compliqué, qui a besoin des compétences intellectuelles. Il faut réfléchir, il faut mesurer ses pas, il faut quoi? Prédire les pas de l'adversaire. C'est bon? Ça veut dire c'est un calcul de probabilité. Si je fais ce pas, l'adversaire, il va réagir comment? Quelles sont les possibilités? Donc, c'est un jeu aussi de probabilité. C'est très compliqué. Bon, c'est un jeu qui est difficile. Et l'IA, donc en 1997, c'est le Deep Blue de IBM. C'est un super ordinateur qui a réussi à combattre le champion du monde à l'époque qui est Kasparov. Ils étaient imbattables. Donc, et pourquoi? Parce que tout simplement, on a doté cette machine des algorithmes, des heuristiques, des calculs, optimisation, etc., de telle sorte qu'il fait des techniques, qu'il réagit à chaque pas pour jouer ce jeu. Donc ça, c'est de l'IA. C'est bon? Donc, cette machine-là, comment? Elle a même dépassé l'intelligence humaine. Donc, elle a pu combattre le champion du monde. Donc, il a réagi, il a réfléchi, il a changé ses stratégies, il a réagi d'une manière de telle sorte qu'il combat le champion du monde. Donc, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez une définition générale, l'intelligence artificielle, c'est la simulation de l'intelligence humaine qu'on dote aux machines, bien sûr, pour prendre des décisions, réagir et bien sûr résoudre des problèmes qui sont complexes. Donc c'est pour cela on dit que c'est de l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, on regarde ces définitions prises du livre Intelligence artificielle, une approche moderne. Donc, l'intelligence artificielle désigne la simulation de l'intelligence humaine dans des machines programmées pour penser et apprendre comme l'humain et prendre des décisions, résoudre des problèmes qui sont complexes à l'image des échecs. C'est un problème très complexe. C'est pas seulement complexe, mais très complexe. Alors, l'IA englobe diverses technologies et approches. Il y a l'apprentissage automatique, il y a le deep learning, la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, etc. Il y en a plusieurs branches de l'IA. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent aux ordinateurs d'accomplir des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine, comme comme comprendre le langage naturel, reconnaître des modèles, prendre des décisions, résoudre des problèmes complexes. Donc ça, c'est une définition de ce qu'on a vu
à partir de l'exemple qui est dans l'image. C'est clair? Donc ça, c'est la définition générale de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, certainement, vous avez... alors, l'IA ici, aujourd'hui, ça nous entoure de partout. On l'utilise presque chaque jour, chaque heure, chaque minute, etc. Donnez-moi des exemples, s'il vous plaît. Le premier, ChatGPT, c'est de l'IA générative. Donc, le ChatGPT, ça fait partie de l'IA générative et l'IA générative, c'est une partie du deep learning. C'est bon? Donc, ChatGPT, c'est de l'IA générative de ce qui est récent. Oui, autre? Siri, c'est pour la communication avec le PC, c'est de la reconnaissance vocale. Oui, Siri. Oui, autre? Oui, recommandations. Oui, les systèmes de recommandation, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'apprentissage. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans YouTube ou bien Netflix ou n'importe quelle plateforme qui nous donne des vidéos, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on cherche une vidéo, on commence à avoir la même catégorie. C'est bon? C'est des systèmes de recommandation. On n'a pas seulement ça au niveau de YouTube et Netflix, on a aussi ça dans différentes plateformes des réseaux sociaux, par exemple Instagram, Facebook, LinkedIn. Lorsqu'on regarde une chose, on commence à recevoir des recommandations. Par exemple, Instagram, si on regarde quelque chose, on commence à recevoir publicité qui parle du même sujet. C'est bon? Donc, ce sont les systèmes de recommandation et ils font partie aussi de l'IA. Donc, on a aussi au niveau des plateformes éducatives, lorsqu'on fait un cours, que ce soit par exemple sur Coursera, Udemy, etc. Lorsque on suit un cours, on commence à recevoir des recommandations pour suivre les cours qui sont dans la même catégorie. Donc ça, ce sont les systèmes de recommandation. Donc ça fait partie aussi de l'IA. Autre exemple? Oui, les voitures autonomes. Parfait, ça fait partie aussi de l'IA. Oui. Reconnaissance vocale et faciale. Oui. Oui. Donnez-moi des exemples de la reconnaissance faciale. Reconnaissance vocale, on peut, par exemple, Siri. Mhm. Oui, Face ID. Pour la reconnaissance faciale, donnez-moi des exemples. Un exemple un petit peu ancien, si vous vous rappelez, lorsqu'on a découvert Facebook, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on tag une personne sur une photo, lorsqu'on charge une nouvelle photo là où il y a cette personne-là, alors qu'est-ce que me dit Facebook? Peut-être c'est cette personne. Donc ça fait partie aussi de la reconnaissance faciale. Il y a aussi Google Photos. Google Photos, ici, il est doté des algorithmes de l'IA. Et vous remarquez, ça permet de classer les photos par personne. C'est bon? Parce qu'il a reconnu, il a des modèles qui ont décrypté les caractéristiques de chaque personne et il a commencé à faire de la classification. C'est bon? Autre exemple? Oui. Oui, dans les aéroports aussi, on peut capter des images pour détecter les personnes. Oui. Donc, il y en a plusieurs. Donc, dans ce diapo, donc, on a plusieurs exemples. Donc, vous avez parlé de la reconnaissance vocale. Donc, on a donné l'exemple de Siri. On a aussi les chatbots, service client. Donc, au lieu, à chaque fois qu'on pose des questions à un service, et l'être humain qui est obligé de répondre à ces questions, imaginez, on est des consommateurs, des clients, il y en a plusieurs. À vous d'imaginer, l'être humain, ça devient fatigant pour lui de répondre, surtout à des questions qui sont répétitives. Donc, il vaut mieux utiliser un chatbot qu'on entraîne sur des genres de questions et voici la réponse possible. Donc, on peut utiliser ça dans le service client. Donc, c'est adopté dans pas mal d'entreprises. La vision par ordinateur, par exemple, le marquage des photos qu'on a parlé, on a donné l'exemple de Facebook avec les photos. Aussi dans la santé. On utilise aussi l'IA dans la santé. Par exemple, on a des images d'IRM, on peut avoir une interprétation. Les images qu'on avait durant Corona, est-ce que cette personne est attaquée de Corona ou non? Est-ce que cette personne a un problème
ou non? Est-ce que les cellules sont cancéreuses ou non? Donc, on peut utiliser l'IA, donc en utilisant l'image au niveau de la santé. Et vous avez aussi parlé des voitures autonomes, parce qu'on a la vision par ordinateur. C'est bon? On détecte les obstacles, est-ce qu'on doit accélérer, freiner, tourner, etc. Donc, on utilise ça. Et vous avez parlé aussi des moteurs de recommandation. On a dit les recommandations au niveau, ça veut dire proposer à l'utilisateur le même contenu qu'il a déjà vu. C'est bon? Et aussi, on a au niveau du tourisme et hôtellerie. Alors, l'exemple, par exemple, si on fait une réservation sur un site de réservation, donc qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on change les dates, les tarifs changent. Donc, ça s'appelle la tarification dynamique. C'est bon? Aussi, au niveau de l'énergie, donc on peut optimiser dans l'industrie, c'est bon? Les demandes, l'optimisation de la demande et de l'approvisionnement. Donc, on peut utiliser aussi l'IA. On peut utiliser aussi l'IA dans le secteur industriel, dans la maintenance prédictive. Lorsqu'on a des machines, on peut prédire est-ce qu'il y aura une panne ou non. Par exemple, dans les infrastructures informatiques, est-ce qu'il y a une panne ou non? Et bien sûr, la surveillance des équipements. Donc, c'est beaucoup utilisé et on est dans l'ère de l'IA et ça va encore être beaucoup encore utilisé euh, dans les années à venir. Donc, c'est l'IA qui nous entoure de partout. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, votre module, c'est le machine learning. Le machine learning, c'est une branche de l'IA. Donc, pour le machine learning, bien sûr, c'est quoi la différence entre un programme classique, la programmation classique et la programmation machine learning? Alors, dans le programme classique, les premiers programmes qu'on a fait durant la première année, dans l'enseignement supérieur. C'est le langage C, certainement. On a tous passé par ça. Oui, avec le langage C, on a construit des programmes. Par exemple, donnez-moi des exemples. Oui, multiplication. Un nombre fois un nombre, ça donne le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la programmation classique? On a les inputs, on a le programme, et comme résultat, on a la sortie, c'est l'output. Donc, imaginez si on veut comparer ça avec un exemple de machine learning. Imaginez-vous qu'on est une agence immobilière qui est en train de vendre des biens. C'est bon? Alors, pour la programmation classique, comment on va programmer ça? Alors, si on a un appartement qui a une telle surface, avec un tel nombre de chambres, voici son prix. Donc, les inputs qu'on a, c'est quoi? Les caractéristiques de l'appartement, plus le programme qui a une règle de calcul et la sortie, le résultat. C'est le prix, il est calculé à partir une règle. C'est bon, une fonction, une règle. C'est bon? Alors, par contre, en machine learning, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'apprentissage. On apprend on apprend à la machine d'avoir une décision, de nous donner un prix. Mais comment? Alors, ce qui est différent en machine learning, c'est qu'on a les inputs et on a les outputs. Alors, ce qui manque, ce qu'il faut ressortir, c'est le programme qui fait quoi? Qui doit trouver c'est quoi la combinaison entre les inputs et les outputs. Donc, vous voyez, c'est différent. Alors, on est agence immobilière. Au départ, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble de données. On a l'appartement 1, voici sa superficie, voici ses caractéristiques et voici son prix. C'est bon? Le deuxième appartement, la même chose. Donc, on a plusieurs exemples. On lui donne un modèle qu'on essaie de trouver en combinant bien sûr pour trouver c'est quoi la meilleure combinaison entre input et output. Et voilà, le résultat, c'est le modèle qui va nous donner par la suite, lorsque on lui donne un nouveau appartement, il va nous donner la réponse, c'est son prix à la base des exemples, à la base des inputs et des outputs qu'on avait au départ et sur lesquels on a entraîné ce modèle-là pour pouvoir nous donner des réponses sur des données qu'il n'a jamais vues avant. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc voilà, donc c'est ça la différence entre la programmation classique, traditionnelle et la programmation machine learning.
Alors, en machine learning, il y a plusieurs types. Donc, les types de machine learning, les modèles de machine learning, il y en a 4 types. Le premier type, c'est supervised learning, c'est l'apprentissage supervisé. Regardez ici, première partie à gauche. Alors, l'apprentissage supervisé, c'est quoi? Déjà, on a apprentissage et supervisé, sans voir le schéma. Déjà, le nom, ça nous donne la réponse. On a apprentissage, ça veut dire on fait apprendre la machine, n'est-ce pas? L'objectif, c'est faire apprendre la machine pour faire des tâches comme si elles étaient un être humain. Donc, on fait apprendre à la machine quoi? On fait un apprendre, bien sûr, à la base des données, mais cet apprentissage, il est comment? Supervisé. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On aide la machine. On aide la machine avec des données qui sont bien connues, bien étiquetées, bien labellisées. Par exemple, lorsque vous apprenez une notion en mathématiques, alors, si vous êtes en classe, votre apprentissage, il est supervisé par le professeur. C'est bon? Il vous donne la notion. Voici l'exemple 1, l'exemple 2. C'est bon, il vous explique, vous donne des exemples et par la suite, il vous donne un exercice. Donc, un exercice à la base de ces exemples que vous allez répondre par la suite. Donc, le professeur ici, il supervise votre apprentissage en vous donnant des exemples sur lesquels vous allez vous baser, vous allez vous entraîner pour pouvoir répondre à un exercice que sa solution elle est inconnue. C'est à vous de trouver la solution. Donc, c'est ça l'apprentissage supervisé. Alors, au niveau de la machine, c'est l'apprentissage supervisé et il est caractérisé par le fait qu'on donne des données qui sont bien connues, bien étiquetées, bien labellisées. On donne à la machine, regardez ici, regardez un panier de pommes. On dit à la machine qu'il s'agit des pommes. Pomme 1, pomme 2, pomme 3, etc. Donc, le modèle s'entraîne sur ces exemples des pommes et par la suite, lorsque on lui donne une nouvelle pomme, il sera capable de répondre parce qu'il s'est entraîné sur les caractéristiques des pommes. Parce qu'il a vu ça comme des exemples. C'est bon? Donc ici, c'est l'apprentissage supervisé. Alors, l'apprentissage non supervisé. Non supervisé, ça veut dire la négation. Ça veut dire les données ne sont pas étiquetées. On n'a pas des exemples bien connus. C'est à nous de trouver les caractéristiques, bien sûr. Donc, regardez ici dans l'image. Imaginez, toujours dans l'exemple des fruits, imaginez, on donne au modèle un panier de fruits. Mais un panier de fruits sans lui dire, là, il s'agit des bananes, il s'agit des pommes, il y a des oranges, etc. Donc, on ne lui dit rien. C'est juste, voilà, un panier de fruits. Donc, à vous de vous débrouiller pour les classer, pour dire, voilà, voici une pomme, voici une banane, voici une orange. C'est bon? Donc, c'est ça. Donc, les données ne sont pas étiquetées, ne sont pas labellisées. C'est ça, l'apprentissage supervisé. Ça veut dire c'est au modèle d'initier, c'est quoi? Les différentes caractéristiques pour pouvoir les classer, les différencier et les classer. Ça, c'est de l'apprentissage non supervisé. Donc, on passe au troisième type, apprentissage semi-supervisé. Ça veut dire semi-supervisé, donc une partie supervisée, une partie non supervisée. Donc, toujours dans l'exemple des fruits, on donne en modèle un panier de fruits. Là où il y a, regardez, banane, orange et pomme. C'est bon? On dit que les bananes, voici, ce sont des bananes. Ce sont des oranges. Mais on n'a pas dit que ce sont la troisième catégorie, que ce sont des pommes. Donc, c'est au modèle de trouver la différence entre ces trois catégories pour pouvoir nous dire par la suite que si on lui donne une nouvelle pomme, il va nous dire, voilà, voici, c'est une pomme. C'est bon? Donc ça, c'est le semi-supervisé. Et on a aussi l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, bien sûr, il est basé sur le concept que les agents intelligents, ils réagissent d'une manière dynamique au changement des environnements. Lorsque il fait un bon pas,
elle a une récompense qui est positive. Lorsqu'il fait un mauvais pas, il a une récompense négative. Ça veut dire qu'il s'adapte à la situation. Donc, on peut les trouver, par exemple, dans les voitures autonomes, dans, par exemple, les aspirateurs robots, les dernières générations. Donc, on peut avoir des aspirateurs robots qui sont programmés en utilisant l'apprentissage par renforcement. Par exemple, l'aspirateur, lorsqu'il explore les lieux, lorsqu'il heurte un obstacle, il a une récompense négative, il est pénalisé. C'est bon? Mais lorsqu'il trouve de la poussière, des ordures, lorsqu'il nettoie, il a une récompense positive. Lorsqu'il trouve son chemin, il a une récompense positive. Donc, ça, c'est une idée générale, si vous voulez, sur l'apprentissage par renforcement. Mais bien sûr, c'est pour les aspirateurs robots, pas seulement l'apprentissage par renforcement, on peut utiliser les techniques des heuristiques, en utilisant des algorithmes de Q-learning, etc., pour bien sûr explorer l'espace, nettoyer et avoir des récompenses lorsqu'on fait le bon pas et avoir des pénalités lorsqu'on fait le mauvais pas. C'est bon? Alors, en machine learning, comme départ, bien sûr, il faut commencer par l'apprentissage supervisé, mais bien sûr, on doit se mettre toujours sur une règle. Au niveau du machine learning, on a une feuille de route. Il faut toujours, on l'a. Même si on change le modèle, on a la même technique. Alors, regardez ici, quels sont les éléments clés en machine learning? Donc, la première des choses, les données, le dataset. Voici les données sur lesquelles on va entraîner le modèle. La deuxième des choses, c'est le modèle et ses paramètres. C'est quoi cette combinaison entre input et output? En général, si on travaille avec le supervisé, c'est quoi le modèle qu'on va proposer? C'est bon? Alors, le modèle qu'on va proposer, bien sûr, la première des choses, puisque c'est un modèle qu'on propose, généralement, ce sont des équations mathématiques. C'est bon? Donc, bien sûr, ce modèle, il commet des erreurs. Il faut quand même calculer ces erreurs. Ça s'appelle la fonction coût. C'est bon? Et c'est quoi l'objectif final? C'est trouver le meilleur modèle. Et c'est quoi le meilleur modèle? Celui qui commet le minimum des erreurs. Ça veut dire ici, cette fonction coût, on doit chercher c'est quoi le point là où il a les minimums des erreurs. C'est bon? Donc, il faut minimiser ces erreurs-là, cette fonction coût, en utilisant un algorithme d'apprentissage. Parce que la fonction coût, c'est une fonction mathématique et on doit chercher le minimum, le point minimal, là où il y a le minimum des erreurs. Pour trouver ce point minimal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un algorithme d'apprentissage. Généralement, ce sont des algorithmes d'optimisation qui nous aident à trouver c'est quoi le minimum de cette fonction. C'est bon? C'est clair? Donc, par la suite, dans la prochaine séance, lorsqu'on commence le premier modèle, vous allez mieux comprendre ces notions, ces notions-là en détail. C'est bon? Donc, bien sûr, comme on a dit, dans le cours de machine learning, il y a une partie théorique, les explications et tout, mais bien sûr, il y a la partie pratique. On va quand même coder ces modèles. Bien sûr, généralement, c'est from scratch. C'est comme ça pour comprendre comment on a fait pour créer ces modèles-là. Donc, c'est pour cela, il faut préparer l'environnement de travail. Alors, pour l'environnement de travail, euh, vous avez le choix. Alors, je vais vous proposer un qui, si quelqu'un veut travailler en local, faire tourner les modèles dans sa machine. Sinon, vous aurez le choix d'utiliser le cloud. C'est bon? Faire tourner les modèles dans un service de cloud. C'est bon? Alors, l'environnement que je vous propose, c'est Anaconda. Anaconda, c'est quoi? C'est une distribution libre et open source des langages de programmation Python et R appliqués aux sciences des données, à la data science. C'est bon? Donc, Anaconda, vous pouvez le télécharger à partir du site officiel. Donc, il faut juste aller au site officiel, choisir la version qui vous convient et c'est facile à installer. C'est juste suivant, suivant, suivant. C'est bon? Alors, je vais ouvrir Anaconda.
Bien, il bug un petit peu. Le voici. Donc, voici l'environnement Anaconda. C'est une suite open source et libre. Là, on peut avoir un environnement pour dédié à la science des données. C'est bon? Alors, pour Anaconda, il y a l'environnement par défaut qui est l'environnement root, base ou bien root. Sinon, vous pouvez créer votre environnement là où vous mettez les bibliothèques, les modules qu'on aura besoin, les logiciels dont on aura besoin. Donc, pour créer un nouveau environnement, donc regardez ici, il y en a plusieurs environnements. Donc, pour créer, vous êtes groupe Machine Learning. Ah, c'est ça? Donc, voilà, on crée un environnement. Donc, on attend un petit peu parce que je les bombarde un petit peu à chaque fois que je crée un environnement. Donc, ça va prendre un petit peu du temps, mais on avance quand même. Alors, dans cet environnement, on aura besoin pour faire du machine learning, on a besoin des modules qui sont bien précis. Alors, le premier module dont on aura besoin, c'est Jupyter Notebook. Donc, voici la liste des modules nécessaires pour faire du machine learning. On a Jupyter Notebook, on a NumPy, Matplotlib, Pandas, Seaborn et Scikit-learn. Donc, je passe à l'explication. Donc, j'espère l'environnement. Non, pas encore. Il n'a pas encore été créé. Donc, on lui donne un petit peu du temps. Donc, Jupyter Notebook. Donc, c'est la première des choses qu'il faut installer. C'est bon? Jupyter Notebook, c'est quoi? C'est un cahier électronique, si vous voulez. C'est une page dans laquelle on va coder nos modèles. C'est bon? Donc, ça ressemble à ça. Donc, voici les cellules. C'est codé en langage Python. On va coder en utilisant le langage Python. Donc c'est bon, je pensais les créer. Alors, Jupyter Notebook, on va aller dans l'environnement. On va chercher. Alors, certainement, Jupyter Notebook n'est pas installé, il faut l'installer. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, bien sûr, entrer dans l'environnement et chercher les modules non installés. Donc, non installés, on va taper Jupyter. Donc, on va cocher Jupyter, c'est bon? Jupyter avec tous ces packages, y compris Jupyter Notebook. Donc, on va faire Apply. C'est bon? Et on lui donne un petit peu du temps. Et ainsi de suite. De la même manière, vous allez sur votre environnement, vous cherchez les modules non installés et vous tapez le module à installer, vous le sélectionnez, vous l'installez et vous lui donnez le temps. Donc ici, on fait Apply. Et voilà, il va être installé. C'est bon? Ce qu'on a fait, c'est répétitif au niveau des autres modules qu'il faut installer. C'est bon? Alors, on enchaîne en attendant qu'il termine l'installation, mais je vais revenir à l'environnement root, là où il y a tous les packages sont installés. Est-ce que c'est clair ce point-là? De la même manière, on va faire pour installer les autres. C'est bon? C'est la même technique. Donc, il a terminé. Si on revient un petit peu à Home, c'est bon? Regardez, maintenant, il est installé. On le lance. Voilà. Donc, voilà, généralement, lorsqu'on lance Jupyter Notebook, ça nous donne une arborescence des dossiers qu'on a sur notre PC. Par exemple, voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, donc c'est ici qu'on commence à avoir les notebooks. Alors, pour créer un notebook, un nouveau notebook, il suffit de faire New. Donc, voilà, et vous commencez à coder à partir de ce notebook. C'est bon?
Alors maintenant, je vais revenir c'est de la même manière. Il faut répéter la même chose pour les autres. Donc, je vais revenir à l'environnement de base, root, parce que tout est installé. Mais bien sûr, pour Anaconda, vous avez le choix. Soit vous l'utilisez, c'est un petit peu gourmand au niveau de la mémoire. C'est là où pour les gens qui préfèrent tourner, entraîner les modèles sur votre propre machine. Sinon, vous pouvez utiliser Google Colab, là où faire tourner les modèles sur le cloud. Et pour les modèles qu'on va voir, c'est largement suffisant. C'est bon pour vous, c'est largement suffisant. Comme aussi, vous pouvez utiliser VS Code. Ou bien sûr, même pour ceux qui souhaitent un petit peu avancer, vous pouvez créer un environnement virtuel Linux sur votre PC où là, vous pouvez utiliser VS Code ou bien un autre logiciel. C'est bon? Généralement Linux parce que elle est stable, elle est performante, elle est facile, si vous voulez, léger. C'est bon? Mais bien sûr, dans le cas de notre module, on peut travailler avec Anaconda et bien sûr travailler sur le cloud. Vous pouvez utiliser aussi VS Code, donc vous avez entièrement le choix. L'essentiel, c'est créer des notebooks électroniques là où il y a des modèles. C'est bon? Donc, à vous de choisir l'environnement qui vous convient. Alors, on enchaîne. Donc, je suis revenue à l'environnement root, c'est bon. Alors, lorsqu'on lance Jupyter Notebook, vous allez remarquer qu'on obtient la même chose, une arborescence de dossiers. Voilà, donc ici qu'on peut, bien sûr, vous pouvez créer un dossier là où vous mettez les notebooks que vous allez créer. C'est bon? Donc, par exemple, celui-là qu'on va regarder plus tard, c'est celui-là. C'est bon? Donc, voici un notebook. Donc, j'enchaîne. Donc, le premier module qu'il faut installer, c'est Jupyter Notebook. C'est un cahier électronique. Là, on va bien sûr écrire le code de nos modèles. On a besoin du NumPy. C'est quoi NumPy si vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec NumPy? Oui, c'est une bibliothèque dédiée à manipuler tout ce qui est tableau, matrice et fonctions mathématiques. Parce que, en fin de compte, lorsque on commence à créer nos modèles, tout se transforme en des équations mathématiques. Donc, on a besoin de cette bibliothèque. C'est bon? Donc, NumPy. Donc, voilà. Par la suite, lorsqu'on on installe le module, dans le notebook, on peut l'appeler seulement en utilisant import. Et ici, on utilise un alias. C'est bon? Pour ne pas répéter à chaque fois NumPy point, NumPy point, on peut utiliser par la suite mp point. Et on fait appeler les méthodes de NumPy. C'est bon? Donc, NumPy, c'est pour tout ce qui est tableau multidimensionnel, les matrices, les formules mathématiques. On aura besoin beaucoup de ce NumPy. Alors, bien sûr, on va faire de l'affichage. Alors, pour faire de l'affichage, il faut installer le module Matplotlib et appeler cette bibliothèque en utilisant import. Donc, ici, on aura besoin toujours d'afficher. Donc, vous allez voir qu'on aura toujours besoin à afficher, faire des graphes. Alors, pour ce faire, on utilise Matplotlib. Alors, on va, bien sûr, Pandas. Pandas, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le machine learning, on a toujours des données. Donc, pour charger ces données dans le cahier électronique, le Jupyter Notebook, il nous faut une bibliothèque qui nous aide à charger les données, à interagir avec ces données. Il s'appelle Pandas. Ça permet la manipulation et l'analyse des données. Et bien sûr, on aura besoin aussi de Seaborn. C'est quoi Seaborn? C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque qui nous permet de faire des visualisations, mais elle est avancée par rapport à Matplotlib. Et là, bien sûr, elle est plus avancée par rapport à Matplotlib.
et aussi plus joli à voir. Donc, vous allez voir, lorsque vous allez visualiser en utilisant Cyberne, c'est un petit peu différent par rapport à Matplotlib, mais il est basé sur Matplotlib. Et en dernier lieu, c'est Scikit-learn. Donc, Scikit-learn, c'est quoi? C'est une bibliothèque libre Python destinée à l'apprentissage automatique. Bien sûr, on va utiliser surtout Scikit-learn. C'est pas seulement pour entraîner les modèles, on va l'utiliser dans une partie, mais bien sûr, comme je vous ai dit, l'approche qu'on va adopter, c'est qu'on va développer from scratch. Par exemple, si on fait un modèle en utilisant Scikit-learn, on va le faire en 3 lignes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous? On va les faire nous-mêmes parce que vous allez voir, ça passe par plusieurs étapes. Mais quand même, on va avoir recours à cette bibliothèque lorsqu'on va bien sûr entraîner des modèles pour des techniques. Vous allez voir ça durant les prochaines séances. Et lorsqu'on va utiliser des notions, par exemple la normalisation, standardisation, le split des données. Donc, on aura besoin de cette bibliothèque. Donc, c'est Scikit-learn. Mais comme départ, on ne va pas utiliser Scikit-learn pour entraîner les modèles, car comme je vous ai dit, ça se fait en 3 lignes. Donc, il vaut mieux quand même découvrir qu'est-ce qui se passe derrière cette boîte noire pour bien sûr coder les modèles from scratch. Et par la suite, tout dépend de la situation. Si vous voulez faire vite ou bien si la situation le demande, vous pouvez utiliser Scikit-learn. Mais bien sûr, en apprentissage, c'est pas les machines, il faut qu'on développe from scratch. C'est bon? Alors, si vous vous rappelez, la feuille de route qu'on va adopter, c'est toujours, on commence par le dataset, le modèle, les erreurs du modèle, c'est le coût du modèle et minimiser les erreurs de ce modèle. Donc, le premier point, c'est le dataset. Donc, c'est ça le sujet de cette séance. Donc, on va pas faire de modèle aujourd'hui, mais on va un petit peu faire une initiation à la science des données. Comment charger un dataset, comment l'analyser, comment interpréter, comment visualiser, etc. Alors, le dataset, on va commencer par un dataset. Votre attention, s'il vous plaît. Donc, le dataset, on va commencer par un dataset grand classique. C'est bon, c'est le dataset Eris. Eris, c'est quoi? C'est une plante florale. C'est une plante à fleurs qui a plusieurs espèces. C'est plus de 310 espèces. Alors, qui va différencier ces espèces-là? Pourquoi on a ce grand nombre des espèces? Parce que tout simplement, regardez, dans Iris, il y a des pétales et des sépales. Et bien sûr, regardez ces 3 espèces. La taille des sépales diffère d'une espèce par rapport à l'autre. Et qu'est-ce qu'on a là? Aussi la taille des pétales. C'est bon, donc voici ça, c'est pétales. Regardez, cette pétale, elle est différente par rapport à celle-là. Donc, les sépales, c'est différent par rapport à celle-là. C'est bon? Donc, ici, dans ce dataset qu'on va utiliser, il nous donne les caractéristiques de 3 espèces. Quelles sont ces 3 espèces? C'est versicolore, virginica et setosa. C'est bon? Alors, ce dataset, c'est un dataset réel, si vous voulez, qui a été fait par un statisticien généticien britannique qui est Monsieur Fisher dans les années à peu près 1930 et quelques. Donc voici un dataset. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne les caractéristiques de chaque espèce, qui sont les longueurs de pétales, largeur de pétales, longueur de sépales et largeur de sépales pour chaque espèce. C'est bon? Donc, bien sûr, regardez ici, lorsqu'il fait des visualisations, c'est fait à la main. C'est bon? Donc, ces visualisations qui ont été faites à la main, on pourrait les faire en utilisant ce qui est numérique. Donc, voilà, on peut afficher, on peut charger ce dataset-là et le visualiser. Alors, pour le charger, donc, je vous propose ce site-là. C'est un site, si vous voulez, académique. Sinon, vous pouvez l'utiliser, charger de plusieurs sites. Quand vous pouvez aussi, parce qu'il est inclus, vous pouvez l'appeler dans le Jupyter Notebook. C'est bon? Donc,
si on va aller sur ce site-là, pourquoi je vous montre cet exemple? Parce que un dataset qui est un peu différent, c'est pas un dataset prêt à l'emploi sur le champ. Il faut quand même le traiter pour l'utiliser. Alors donc voici ce dataset-là. Donc voilà, donc on a un fichier Iris Data et Iris Names. Alors Data, c'est là où il y a les données. Donc voici les données, regardez. C'est bon? Mais qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi 5,1? Est-ce que c'est largeur de pétale, largeur de sépale ou bien longueur? On ne sait rien. Donc c'est un dataset qui manque un petit peu ici dans ce fichier-là, les colonnes. Alors comment on peut ajouter les colonnes? Comment on peut comprendre ce dataset? Il faut aller dans le fichier names qui va nous donner c'est quoi la première colonne, c'est quoi la deuxième colonne, etc. Alors voici le fichier names, il nous indique chaque colonne, elle correspond à quoi? Donc la première colonne, elle correspond à, voilà, la première colonne, c'est la colonne qui nous donne les valeurs de la longueur de sépales. Donc il faut aller faire CTRL C, CTRL. Mhm. C'est pas- Mais bien sûr, est-ce qu'on va laisser comme ça? Non, on ne doit pas avoir un espace. Donc il vaut mieux avoir un tiret. C'est bon? On fait virgule. Parce que ici, c'est un fichier CSV. On crée un fichier CSV. Donc, on va aller sur Names. Donc, on va copier-coller sepal with. Voilà. De la même manière, on est dans la troisième colonne. Et la dernière, c'est quoi? C'est le nom de la classe. C'est bon? Donc voilà, donc on a préparé les colonnes, mais qu'il suffit de faire un CTRL S, tous les fichiers, c'est bon? Et lui donner un nom, parce qu'ici déjà, il est là, donc on iris2.csv. C'est bon? Et lorsqu'on ouvre le fichier, vous voyez, elle est là. C'est bon, maintenant le dataset, il est en fichier, en format CSV. Si on l'ouvre, c'est un fichier Excel. C'est bon? Donc voilà, voici, on a ajouté les différentes colonnes. C'est bon? Donc c'est ce dataset-là qu'on va le charger dans Jupyter Notebook en utilisant quel module? Quelle bibliothèque? C'est Pandas. Alors, le voici. Donc, si on revient un petit peu sur l'arborescence, donc voici le dossier là où il se trouve. Donc, un petit conseil, lorsqu'on crée un notebook, là, on va charger un dataset, il vaut mieux placer le dataset dans le même endroit. Comme ça, pour éviter d'écrire le chemin du dataset. C'est juste une technique qui va vous faciliter un petit peu le travail.
Sinon, vous pouvez indiquer seulement le chemin là où se trouve votre dataset. Donc voilà, donc on a ouvert un Jupyter Notebook. Donc dans la première cellule, qu'est-ce qu'on a? Il faut faire les imports, il faut importer les bibliothèques nécessaires. Donc ici, on va faire seulement de l'analyse des données et l'affichage et la visualisation. Donc on aura besoin de deux bibliothèques. Donc Pandas pour charger le dataset et Matplotlib pour faire de l'affichage. C'est bon? Donc, pour afficher, pour charger le dataset, il suffit d'utiliser la méthode read.csv et indiquer c'est quoi le nom de notre dataset. C'est iris.csv. Par la suite, on peut analyser, interroger ce dataset-là. Alors, si on tape le type de dataset, ça nous donne que c'est un data frame. Donc, il est chargé sous forme d'un data frame au niveau du langage Python. Alors, si on tape dataset.columns, il nous dit quoi? Voici les colonnes de votre dataset. Donc, voici les colonnes qu'on a. Et bien sûr, ils sont tous de type object parce que ce sont des chaînes de caractères. Par la suite, si on veut afficher le dataset, il suffit de taper le nom du dataset et voilà. Et voici notre dataset. Alors, ce dataset, il contient combien de valeurs? Combien d'exemples? 150 exemples et ça commence de l'indice 0 jusqu'à 149 et voici la colonne et les valeurs correspondantes et voici ici la classe. Donc ça c'est notre dataset. Alors si on veut avoir plus d'informations sur notre dataset, donc ici ça nous indique que le dataset il est constitué de 150 lignes et 5 colonnes. Alors dataset.info ça nous permet d'avoir des informations. C'est bon? Ici, on a 5 colonnes, le nom de chaque colonne. Est-ce qu'il y a des valeurs, les valeurs non nulles? C'est 150. Est-ce qu'il y a des valeurs nulles? Non. Est-ce qu'il y a des valeurs nulles? Ça nous dit en comptant que non, il n'y a pas de valeur nulle. Et c'est quoi le type des valeurs saisies? Alors, au niveau de la longueur de sépales, c'est 64. C'est float 64, ce sont des réels. C'est bon? Sauf que pour la classe, c'est object parce que c'est une chaîne de caractères. Alors, si on veut afficher seulement les 5 premières lignes, c'est en utilisant la méthode head. C'est bon? Si on veut afficher les 5 dernières lignes, tail, on peut utiliser tail. Et ici, par exemple, si on veut savoir est-ce que notre dataset il est équilibré parce qu'on a trois classes, est-ce qu'on a le même nombre? Donc, il suffit d'utiliser value count et ça nous permet de voir on a combien de setosa? 50. Combien de versicolor? C'est 50 et 50. Donc, le dataset il est équilibré. Alors maintenant, si on veut faire un petit peu de la statistique descriptive, c'est bon? Donc, on appelle la méthode describe. Donc, il nous permet de faire quoi? Des statistiques descriptives sur les données qui sont numériques. Bien sûr, ça n'a pas de sens de nous donner, si on a une colonne qui a des chaînes de caractères, ça ne nous donne aucune information. Donc, il nous donne les informations sur les chaînes sur les données qui sont numériques. C'est bon? Votre attention, s'il vous plaît. Alors, ici, pour la CEPALINT, regardez, la première donnée, c'est quoi? Count, ça veut dire le nombre des valeurs qu'on a pour chaque colonne. Ici, le min, c'est la valeur moyenne. STD, c'est quoi? L'écart type. L'écart type, l'écart type, ça nous donne quelle information, l'écart type? Plus on a un écart type petit, plus les données, ils ont autour de la moyenne. Plus l'écart type et les grands, ils sont dispersés. C'est bon? Alors, pour le min, par exemple, si on a 3 étudiants, un qui a eu 20, l'autre qui a eu 10 et l'autre qui a eu 0, c'est quoi la moyenne de la classe? C'est 10. Et c'est quoi l'écart type par rapport à la moyenne? Celui qui a obtenu 20, il a un écart type de 10, et celui qui a eu 0, c'est 10. C'est juste pour vous rappeler cette notion-là.
On a le minimum, c'est la valeur minimale, et on a le maximum. Et par la suite, on a les quartiles ou bien les quartiles. Alors ici, c'est quoi la valeur de 25%? Du premier quartile, c'est 25. Ça veut dire pour obtenir les quartiles, qu'est-ce qu'on fait? On organise les données d'une manière croissante. 25%, il indique quoi? La valeur de la donnée qui se trouve dans les premiers 25%. Ça veut dire que 25% des données sont inférieures ou égales à 5,1. Le deuxième quartile, c'est la médiane. La médiane, c'est 50%. Donc, ça veut dire 50%, 50% de première valeur, il se trouve en dessous de cette valeur. Et 75% des données, il se trouve en dessous de cette valeur. Bien sûr, pour obtenir ces quartiles, il faut, il faut faire, il faut afficher les données ou bien organiser les données d'une manière croissante, du plus petit au plus grand. C'est quoi l'intérêt de ça? Parce que grâce à ces quartiles-là, on a une formule pour détecter qui sont les valeurs aberrantes, les outliers. C'est bon? Il faut les trouver grâce à une technique, une formule de calcul pour détecter les outliers, parce que dans certains cas, on a besoin de les traiter. Soit on les garde, soit on les remplace par la médiane, soit on les supprime. Donc, je donne l'exemple, par exemple, des outliers. Si on fait un modèle de régression qui fait la prédiction des salaires, par exemple, dans une entreprise, la moyenne des salaires, c'est autour de 20 000. Alors que le PDG, les gens qui sont bien placés, le salaire, c'est très grand, par exemple, 300 000. Donc, ça pourrait être une valeur qui est aberrante. Mais bien sûr, dans ce cas-là, on ne doit pas la supprimer. Ça donne une information. Donc, c'est juste pour vous détecter quelles sont les valeurs qui sont aberrantes. Donc, voilà, dans cette explication, c'est juste pour vous montrer comment chaque notion, ça représente quoi. Alors, pour l'affichage, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour l'affichage, on a toujours besoin d'afficher. C'est bon? Pour l'affichage, on peut utiliser Matplotlib comme on peut utiliser Seaborn. Alors ici, dans cet affichage, qu'est-ce qu'on a affiché? Un nuage de points. Oui, c'est la longueur de sépales de toutes les plantes. De la plante numéro index 0 jusqu'à la plante index 149. C'est bon? De la même manière, c'est quoi la largeur de sépales de toutes les plantes? De la plante d'indice 0 jusqu'à la plante d'indice 0,49. C'est bon? Donc voilà, de la même manière, ici, on affiche une donnée par rapport à l'autre. Dans l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on a? X, c'est la largeur de la sépale. L'axe des X, c'est la largeur de sépale. Et l'axe des Y, c'est la longueur de la sépale. Donc, vous voyez, ça nous permet de faire de l'affichage. Comme on peut faire aussi des histogrammes. Ça nous donne des distributions. Donc, par exemple, comment on peut interpréter le premier histogramme? Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est le nombre des plantes qui ont une longueur de sépale. Par exemple, regardez, donnez-moi le nombre des plantes qui ont une longueur de sépale entre 5 et 5,3. Donc, c'est cette partie-là. C'est à peu près 13. 13 plantes qui ont une longueur entre 5 et 5,3. Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter les histogrammes. Donc, maintenant, on commence à afficher en utilisant Seaborn. Donc, vous voyez, on commence à faire de l'affichage qui est un peu avancé. Alors, qu'est-ce qu'on a affiché? On a affiché la largeur de sépales en fonction de la longueur de sépales, mais par catégorie, par classe. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a la classe Iris Setosa, c'est un petit peu isolé, alors que Eris virginica et versicolore, c'est un petit peu rapproché. Donc, vous voyez de la même manière. C'est bon? Donc, voilà. Alors, maintenant, on a un affichage qui est important, c'est le peel plot. Déjà, peel plot, ça veut dire affiché par paire. C'est bon?
Alors ici, combien de caractéristiques on a dans ce dataset? Les caractéristiques qu'on a, c'est 4. Et on veut afficher caractéristiques par rapport à l'autre. Donc, on aura besoin de combien d'affichages? 4 fois 4, ça fait 16 affichages. Si on veut afficher tout par rapport à tout, d'une manière couple, c'est bon? Donc, c'est ça, Perplot. Ça nous permet de détecter quelles sont les caractéristiques qui ont une forte corrélation, qui n'ont pas de corrélation, etc., visuellement. Alors, regardez, c'est une matrice 4 fois 4. C'est une matrice, elle est comment? Oui, c'est une matrice carrée. Alors, dans la diagonale, qu'est-ce que vous remarquez? Dans la diagonale, ici, on a les distributions gaussiennes. Ici, qu'est-ce qu'on affiche? Celle-là. C'est la longueur de sépales en fonction de la longueur de sépales, en fonction d'elle-même. Ça nous permet d'avoir par classe, voici la moyenne, c'est bon? Et les données sont dispersées comment autour de la moyenne. Pour la deuxième classe, c'est quoi la valeur moyenne, etc. C'est bon? Et regardez ici, donc voilà. Donc regardez ce graphe-là. Donc ici, c'est la largeur de pétale en fonction de la longueur de sépales. Ici, c'est la largeur de pétale en fonction de la largeur de sépales. Et ici, la largeur de pétale en fonction de la longueur de pétale. C'est bon? Alors, ici, ce type de graphe, ça nous permet de détecter quelles sont les données qui ont une forte corrélation, ceux qui n'ont pas une forte corrélation. C'est quoi la corrélation? Certainement, vous avez déjà vu cette notion au niveau des statistiques. C'est quoi la corrélation? Ça veut dire les données, ils évoluent avec, si vous voulez, ils évoluent dans le même sens. Plus on avance en X, on avance aussi à Y. C'est bon? Ce qui nous permet d'avoir un graphe qui est linéaire. Donc, donnez-moi ici, à partir de cette ligne, quelles sont les données qui sont fortement corrélées? C'est numéro 3, parce qu'il y a une tendance linéaire. Si on calcule la corrélation, ça va nous donner une forte corrélation positive, c'est autour de 1. Pas de corrélation, c'est autour de 0. Et corrélation négative, fortement négative, c'est autour de moins 1. Alors, la corrélation négative, fortement négative, ça va être dans l'autre sens. C'est bon? Donnez-moi des exemples des corrélations fortement positives et fortement négatives. Fortement positives. Un exemple de la vie courante. Mhm. Entre, X c'est quoi? Y c'est quoi? Non, ce sont des données qui sont numériques, oui. La taille et le poids. Oui, plus on a dans certaines catégories, mais pas forcément. Oui, oui. Un autre exemple, plus on accélère dans la vitesse, plus on parcourt de distance. Donc, ils sont fortement corrélés. C'est bon? Oui, un autre exemple, qui a levé le doigt? Ici, non? Un autre exemple. Allez-y. Forte corrélation positive. Plus on travaille, plus on obtient de bonnes notes. Non, لكل مجتهد نصيب. Oui. Plus on dort bien, plus on a une bonne concentration. C'est bon? Donnez-moi l'inverse. Corrélation négative. Corrélation fortement négative. L'inverse maintenant. Donc la corrélation négative, qu'est-ce qu'on a?
Corrélation. Attention, pour corrélation négative, les données sont proportionnelles, mais dans un sens inverse. Ça veut dire le nuage de points, ça va être comme ça. C'est bon. Le sens, elle est là. Alors, la corrélation, elle est autour de -1. Donnez-moi un exemple. Plus on augmente x, plus on diminue dans y. La vitesse et la durée. La vitesse et la durée, oui. Autre exemple. Oui. 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 Oui, c'est une corrélation négative, fortement négative, oui. Donc, la durée de vie, il diminue, oui. Donc, voilà, donc c'était ça. Alors, pour afficher la corrélation est très importante parce que dans un stade avancé, ça nous permet de éviter la collinéarité, de faire la sélection des caractéristiques les plus importantes, etc. Donc, c'est une notion très importante. Donc, comment on peut afficher la matrice de la corrélation? C'est juste en appelant la méthode point corr. Donc, ça nous affiche les corrélations. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un nombre entre -1 et 1. Alors, en utilisant Seaborn, on peut afficher la corrélation, la matrice de corrélation, en utilisant des couleurs, une échelle de couleurs. Alors, ici, comment on interprète cette matrice de corrélation? Alors là, 1, c'est une corrélation positive. Donc, la couleur, elle est comment? Elle est claire. C'est la diagonale. C'est la diagonale. Là, on a une corrélation égale à 1. Une corrélation qui est faible, c'est une couleur qui est foncée, qui n'est pas claire. Ça veut dire on s'approche plus du noir. Donc, pour combiner cette notion entre couleur et valeur, donc on peut utiliser toujours le heatmap de Seaborn, mais en disant la notation c'est true, et comme ça on affiche la couleur et aussi valeur. Donc dans la diagonale, on a toujours des 1. Dans les autres, qu'est-ce qu'on a? Voilà, des valeurs. Par exemple, regardez, donnez-moi une corrélation forte entre la longueur de pétale et la largeur de pétale. Donc, c'est 0,96. Et visuellement, c'est ce graphe-là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La tendance, il est linéaire. C'est bon? C'est proportionnel. Plus on avance dans X, plus on avance dans Y. Alors, donnez-moi une corrélation faible. C'est là où on a moins 0,42. C'est entre la largeur de sépale et la longueur de pétale. Largeur de sépale, longueur de pétale. Donc, la largeur de sépale, longueur de pétale. Forcément, c'est celle-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une tendance linéaire? Non. Donc, il n'y a pas de corrélation entre ces deux notions. Donc, voilà. Alors, pour l'affichage 3D, on peut afficher 3D. Il suffit juste d'indiquer. On peut utiliser Seaborn. On peut utiliser Matplotlib. Ici, c'est pour faire de l'affichage 3D. Il faut indiquer c'est quoi l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Voilà. Et bien sûr, on termine avec la notion de boxplot. Boxplot, c'est pour afficher les quartiles. Alors, regardez, c'est quel quartile que ça correspond à quelle caractéristique? C'est la longueur de sépale. Alors, la longueur de sépale, celle-là. C'est quoi la valeur minimale? C'est 4,3. C'est celle-là. Regardez le box plot. La valeur minimale, c'est ce premier trait. La valeur du premier quartile, c'est 25%. C'est le premier trait dans le rectangle. C'est celui-là.
C'est bon, c'est un 5,1. C'est bon? Ici, on a la médiane, la valeur du, du quartile des 50%. C'est la médiane, c'est 5,8. Ça, c'est la valeur du troisième quartile, c'est du 75%, c'est à peu près 6,3, 6,2, 6,4. C'est bon? Et la valeur maximale, c'est c'est entre 7,5 et 8, c'est 7,9. C'est bon? Donc, c'est comme ça qu'on affiche les quartiles correspondant à une caractéristique. C'est bon? Alors maintenant, je pense on a terminé avec Iris. Donc, je vous propose de faire cet exercice. C'est bon? Donc, c'est un exercice qui correspond à l'affichage. Interroger, charger le dataset, l'analyser et l'afficher. Ça correspond au dataset de Titanic, du naufrage Titanic. C'est un dataset qui donne les informations sur les gens qui ont survécu, ceux qui ont survécu, ceux qui n'ont pas survécu. Et bien sûr, le travail demandé, c'est bien sûr charger le dataset, explorer, nettoyer. Ici, le nettoyage des données, c'est à ce niveau-là, c'est seulement supprimer une colonne dont on aura besoin. Donc, je vais vous montrer c'est quoi la colonne que vous allez supprimer. Et bien sûr, il faut séparer le dataset en deux. Un dataset des survivants et un dataset des non-survivants. Et bien sûr, analyser et visualiser en utilisant les données, les techniques qu'on a fait et comme vous pouvez rajouter d'autres techniques si vous voulez. C'est bon? Ici, on fait pas de modèle. C'est juste de l'analyse et l'affichage. Alors, pour le dataset, donc je vous ai indiqué là où vous allez le trouver. Donc voilà. Donc au niveau de la suppression, donc regardez l'information qui nous intéresse pas, c'est le nom. C'est bon? Donc on peut garder les autres. Donc ici, c'est est-ce qu'il a survécu ou non? C'est 0 ou 1. Il appartient à quelle classe? Parce qu'il y avait trois catégories de classes. Classe 1, classe 2 et classe 3. Le nom de la personne et on a le sexe, est-ce qu'il était homme ou femme? On a l'âge. C'était quoi l'âge? Est-ce qu'il avait un époux ou bien une épouse dans le bateau? Est-ce qu'il avait des parents ou bien des enfants? Et combien il a payé? Donc, à partir de ces données-là, essayez de tirer plusieurs informations d'une catégorie statistique et d'une catégorie, bien sûr, visuelle. C'est bon? Très bien.